Alors, si on considère que la question de la valeur est d'ordre monétaire, en d'autres termes, si l'on considère que la création de valeur relève de la capacité de l'entreprise à réaliser un profit et à rentabiliser son activité et ses investissements, effectivement, la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises, ou plus largement la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, l'engage à réaliser des actions particulières qui représentent un coût. Ce coût vient se déduire des profits de l'entreprise. De ce point de vue, uniquement d'ordre monétaire et à court terme, la RSE représente une réduction de la valeur monétaire de la production de l'entreprise. Mais l'entreprise réalise bien autre chose que simplement une valeur monétaire. L'entreprise, en réalité, produit des biens, des services, des combinaisons de biens et des services que l'on appelle des solutions qui ont des effets utiles. Utiles, bien entendu, auprès de ses clients, de ses usagers, des personnes qui sont directement en relation avec elles, mais utiles également dans la société, notamment en matière environnementale et sociale. C'est ce que nous, économistes, nous appelons les externalités. Ces externalités peuvent être positives ou négatives. En d'autres termes, l'entreprise peut contribuer à créer de la valeur auprès de ses clients et auprès de son territoire, ou au contraire, lorsqu'elle ne s'en préoccupe pas, en détruire. Je dis parfois, certes, l'entreprise crée de la valeur, mais l'entreprise, dans toute une série de situations, détruit de la valeur. C'est la question des externalités. Alors l'expression externalité est utilisée de manière relativement récente, dans la mesure où de plus en plus, à la fois les entreprises, mais également les acteurs qui entourent l'entreprise, se préoccupent des effets de l'activité de l'entreprise sur son environnement, c'est-à-dire son environnement écologique et social. Ces effets sont considérés à l'origine comme des effets involontaires. Toute la question est d'arriver à identifier ces effets et de faire en sorte que les effets négatifs puissent être réduits, les effets positifs puissent être développés. Prenons un exemple. Lorsque les entreprises automobiles développent des automobiles avec des moteurs à explosion et cherchent à asseoir leur rentabilité sur la croissance du nombre d'automobiles vendus dans les différents pays européens, mais maintenant dans le monde, bien entendu. Il y a derrière cette production et cette vente d'automobiles deux effets pervers qui ne sont pas volontaires, qui ne relèvent pas de l'intention de l'entreprise, mais qui, malgré tout, vont avoir un impact extrêmement important dans les territoires. Le premier effet, c'est un effet écologique. La pollution de ces moteurs à explosion contribue à développer des gaz à effet de serre, eux-mêmes à l'origine des dérèglements climatiques. C'est un effet négatif d'ordre écologique majeur. Mais les effets négatifs ne se limitent pas à cela. À force de produire des automobiles, à force de vendre en grand nombre ces automobiles, les territoires, notamment les territoires urbains, supportent des embouteillages considérables. Les grandes villes comme Sao Paulo ou d'autres sont absolument marquées, confrontées à des enjeux d'embouteillage. Or, ces embouteillages, que provoquent-ils ? Ils provoquent d'abord un allongement très important du trajet. Plus vous êtes éloigné de votre destination, plus les embouteillages ont un impact négatif sur vous en tant qu'utilisateur d'automobile. Un deuxième effet néfaste, c'est que cette pollution, qui était déjà remarquée comme une pollution importante, va se développer par le fait que les moteurs tournent plus longtemps. Enfin, cette utilisation plus longue des moteurs a un effet négatif aussi sur l'utilisation
du gasoil ou de l'essence. En d'autres termes, il y a ici un effet qui se retourne contre l'automobile, c'est-à-dire contre son usage. Enfin, troisième dimension d'une externalité négative, c'est l'impact des embouteillages sur le foncier, le prix du foncier. Plus vous êtes en centre-ville, plus votre habitation est proche des lieux de service, des lieux que l'on utilise de manière régulière, plus le foncier va augmenter. Et plus vous vous éloignez de ces centres-villes, plus le foncier va baisser. Et nous sommes alors dans une situation où les inégalités sociales sont au rendez-vous, puisque plus vous éloignez des centres-villes, plus votre logement est abordable, mais plus le coût du transport se renforce et plus l'impact sur le temps est important. En d'autres termes, vous voyez qu'ici les embouteillages n'ont pas qu'un impact environnemental, ils n'ont qu'un impact en termes de temps, mais ils ont aussi un impact en termes du prix du foncier. Et derrière le prix du foncier, ils ont un impact en termes d'inégalité sociale. Ce n'est pas de l'intention de l'entreprise de réaliser ça, mais c'est la réalité. En d'autres termes, un modèle économique fondé sur des productions en volume et fondé sur la vente de plus en plus importante de ces volumes de produits, de biens, réalise généralement des externalités négatives environnementales ou sociales. L'enjeu, alors, pour l'entreprise, mais aussi pour les acteurs de ces territoires, c'est d'essayer de faire en sorte que ces impacts négatifs soient réduits. La RSE permet d'identifier et de prendre en charge progressivement l'ensemble de ces inégalités, c'est-à-dire de ces externalités négatives. Cependant, la question du coût reste présente. Le poids que représentent ces initiatives, par exemple, de conception de nouveaux moteurs électriques, de nouveaux moteurs moins polluants, de coûts que représente une nouvelle conception d'automobiles plus réduits, plus compacts, a un effet négatif pour l'entreprise. Et donc la question qui est posée derrière, ce n'est pas se limiter à la RSE, qui reste très positive, qui reste une démarche très positive, qu'il faut soutenir. Mais vous voyez, qui rentre en contradiction avec le modèle économique de l'entreprise. Quant au fond, et c'est ce que nous développons dans notre laboratoire à Thémis, mais aussi dans l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, quant au fond, c'est le modèle économique même de l'entreprise qu'il faut revisiter. La RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, est une entrée dans un processus plus complexe, plus long, qui va amener l'entreprise à changer les conditions dans lesquelles sa rentabilité est construite et qui va changer sa stratégie. L'économie de la fonctionnalité et de la coopération est un modèle particulièrement intéressant au regard de ces enjeux, parce que ce modèle va, dans son cœur même, organiser une situation où l'entreprise va augmenter sa rentabilité en réduisant le volume de biens produits et mis en circulation. Cela passe par une capacité à reconsidérer le périmètre d'activité de l'entreprise, et si je prends l'exemple de l'automobile, d'inscrire la question de l'automobile dans une perspective plus large, celle de la mobilité, c'est-à-dire une automobile en capacité de s'articuler avec d'autres modalités de transport plus légers, les patinettes, les vélos, d'autres modalités de transport plus lourdes, comme les tramways, les chemins de fer, et de faire en sorte que cette articulation de modalités de systèmes de transport, de modalités de transport, apporte au territoire et donc aux usagers des solutions de mobilité dont la valeur ajoutée est plus importante que le simple usage d'une voiture. Ici se pose la question, c'est-à-dire la capacité des entreprises d'envisager
leur stratégie dans un rapport renouvelé au territoire. C'est ce qu'invite le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui va permettre d'inscrire cette fois-ci la rentabilité dans une perspective de long terme en lien avec le développement durable. Alors, nous aurons une démarche de RSE qui ne va plus s'opposer à la rentabilité de l'entreprise, mais une démarche de RSE qui va s'intégrer dans de nouveaux fondements de la rentabilité des entreprises.